Très bien, merci. Eh bien, bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors, je voudrais d'abord un peu compléter ma présentation. Donc, je suis effectivement chercheuse au Centre Alexandre Coiré, qui est le Centre d'histoire des sciences dont la tutelle principale est l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'étudie les sciences du climat telles qu'elles se sont développées depuis les années 60-70 en France, ou un petit peu avant dans le monde, c'est-à-dire depuis qu'il y a la modélisation. Je n'étudie pas les sciences du climat du 19e siècle ou d'avant. Et mon approche, en fait, relève de ce qu'on appelle parfois l'étude des sciences, science studies en anglais, c'est-à-dire c'est une approche qui emprunte à l'histoire, certes, mais aussi à la sociologie, à l'anthropologie des sciences. Autrement dit, j'étudie les sciences en contexte, et évidemment ici en lien avec la question du changement climatique. Et mes deux domaines de recherche principaux sont l'étude des pratiques scientifiques et les rapports entre sciences et politique dans la question du changement climatique. Alors, quand j'ai regardé le titre de cette séance, qu'est-ce qu'un fait en climatologie, pour un peu déterminer ce que serait cette présentation, à première vue, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que c'est une formulation un peu étonnante parce qu'on ne parle jamais de faits en climatologie. Les scientifiques du climat, autant que je le sache, et j'ai pas mal travaillé avec eux, n'en parlent pas. Et d'ailleurs, on voit assez mal ce que pourrait être un fait. Est-ce qu'une simulation, c'est un fait? Non, par définition. Une modélisation, une prédiction, ce n'est pas un fait. L'explication d'un mécanisme non plus. Alors, une observation, c'est un fait. Mais bon, on a vu avec ce que nous a dit Pascal qu'en fait, un fait, ça se définit très longuement. Il a commencé par expliquer comment définir avec beaucoup de paramètres ces objets d'étude. Donc plus généralement, je dirais qu'on parle assez rarement de faits dans les pratiques scientifiques et que ce terme, comme d'ailleurs l'indique le guillemet dans l'annonce de ce séminaire et aussi l'introduction, ce terme de fait est finalement assez souvent mobilisé plutôt dans des combats contre ceux qui nient les faits ou bien aussi ceux qui mélangent par exemple les faits et les valeurs. C'est dans ces cas-là qu'on parle de faits. Donc, ce qui m'a paru assez clair, c'est que finalement, demander de parler de faits en climatologie, c'est inviter à parler des climato-sceptiques. Donc, bon, mais j'ai pas voulu, j'ai pas voulu me limiter à ça. J'ai aussi voulu voir cette question comme une interrogation plus large sur le type de vérité qu'établissent les sciences du climat et la manière dont elles les établissent, et aussi sur la façon finalement dont ces sciences acquièrent leur crédibilité et leur légitimité vis-à-vis de la question du changement climatique. Donc finalement, je vais aborder trois domaines dans cette présentation, trois domaines un petit peu différents, qui peuvent paraître un peu hétérogènes, mais en fait, comme vous le verrez, il y a une logique. D'abord, je vais parler des pratiques des climatologues et la façon dont ils établissent leur confiance dans leurs modèles et leurs projections. Ensuite, je parlerai de l'expertise climatique, c'est-à-dire la façon dont finalement le GIEC a acquis sa crédibilité et son autorité. Je parlerai plutôt du GIEC, qui est effectivement l'instance principale dans ce domaine. Et enfin, j'aborderai la question des climato-sceptiques en me demandant surtout comment ce problème est traité dans le cadrage du changement climatique. Donc ces trois domaines sont des domaines sur lesquels j'ai un peu travaillé, en fait, oui, sur les trois. Et dans le premier cas, dans le premier item qui est les pratiques des climatologues, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet ANR baptisé ClimaConf, qui a réuni quelques chercheurs en sciences sociales et 4 climatologues, modélisateurs du laboratoire de météorologie dynamique, le LMD, entre 2011 et 2014. Et nous nous sommes demandé dans ce projet comment s'établit la confiance dans les sciences du climat à plusieurs niveaux. Et le premier niveau, je ne vais pas parler de tous ces niveaux, mais le premier niveau était celui de la confiance chez les scientifiques du climat. C'est eux-mêmes qui ont formulé cette question. Comment avons-nous confiance dans nos productions? Et j'ai collaboré avec ces climatologues. J'ai essayé d'analyser un peu leurs pratiques pour expliciter les critères de la crédibilité de leurs simulations et finalement essayer de dégager la spécificité de la construction de la confiance en modélisation du climat. Et cette démarche, c'est un peu ce que j'appelle, en fait, j'emprunte ce terme à un collègue, une épistémologie bottom-up, c'est-à-dire non pas normative en disant ce que doit être la science, comment elle doit procéder, mais une épistémologie qui serait issue d'observations des pratiques des scientifiques dans leur laboratoire. Alors,
la question finalement de la crédibilité que les scientifiques accordent en général à leurs méthodes et à leurs résultats, c'est une question essentielle dans toutes les sciences. Mais dans le cas de la modélisation du climat, c'est une question qui est sans doute plus difficile, en tout cas beaucoup plus nouvelle, que par exemple la crédibilité qu'on accorde à des sciences fondées sur des expériences de laboratoire. Le régime de preuve n'est pas celui des sciences expérimentales et il résulte finalement d'une grande diversité d'outils et de recherche. Alors comment les modélisateurs... Je vais voir si... ah non, je me suis... Attendez, comment je vais en arrière non. Bon. Zut, comment vais-je en arrière là? Je ne suis pas habituée à ce tourner. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, comment les modélisateurs acquièrent-ils leur confiance dans leurs modèles et dans les simulations qu'ils produisent, dans les projections, dans les prévisions? En travaillant avec eux, qui sont, comme je l'ai dit, soucieux eux-mêmes de comprendre et d'expliciter cette confiance, on a finalement identifié 4 principaux critères de confiance. Et là, on n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif ou définitif, mais on a donc ces 4 critères. Fondation sur des théories physiques, validation par des données d'observation, robustesse des résultats, je raconterai ce que c'est, et compréhension physique. Alors le premier motif de confiance pour les modélisateurs, c'est le fait que le modèle repose sur des théories physiques éprouvées. Alors voilà une représentation un peu des modèles de climat dont a parlé déjà Pascal. Donc au milieu, vous avez le modèle, représentez le modèle avec ses mailles. Les modèles de climat, comme d'ailleurs les modèles de prévision du temps qui sont quasiment les mêmes, sont constitués de 2 grandes parties. Une partie dite dynamique qui décrit les mouvements des masses d'air à partir d'algorithmes qui sont tirés de la dynamique des fluides, comme l'a dit Pascal, et une partie qui traite des différents processus qui influent sur le climat, mais qui se produisent à des échelles inférieures à la maille du modèle. Les mailles du modèle sont de l'ordre de 100 km, parfois un peu moins, parfois plus. Alors tous ces processus qui se déroulent donc à des échelles plus petites que la maille, comme les nuages, la convection, l'écoulement de l'eau sur le sol, les échanges entre le sol et l'atmosphère, etc. Tous ces processus sont représentés par ce qu'on appelle des paramétrisations, qui sont des sortes de petits modèles à l'intérieur du grand modèle et qui calculent l'impact statistique des processus en question sur les variables du modèle à l'échelle de la maille. Donc pour reprendre l'image d'un modélisateur, la partie dynamique, ce serait en quelque sorte le squelette du modèle et auquel viennent se rattacher des éléments sous forme de paramétrisation qui seraient en quelque sorte, pour filer la métaphore, la chair du modèle. Donc cette charpente dynamique, c'est elle qui confère au modèle en grande partie sa solidité, un petit peu comme le squelette. L'atmosphère globale est un système qui obéit à des lois physiques de conservation à grande échelle, par exemple, conservation de l'énergie, conservation de la masse, etc. Et pour les climatologues, c'est le premier motif de confiance dans certains résultats du modèle. Si, malgré toutes les imperfections, ces modèles sont capables de fournir des prévisions crédibles sur le réchauffement global, disent-ils, c'est parce que celui-ci, le modèle, relève de grands équilibres énergétiques qui sont décrits par les lois de la dynamique et par la thermodynamique. Donc j'insiste pas plus parce que finalement c'est le motif de confiance le plus simple. Deuxième motif de confiance, la validation par les données. Alors les modèles de climat, ils sont fondés sur des théories, mais ils permettent aussi de réaliser des expériences, ce qu'on appelle des expériences numériques, en faisant varier des éléments, un petit peu comme dans un laboratoire, on fait varier des paramètres, sauf qu'évidemment, ces expériences sont virtuelles. Et donc, elles ne constituent pas des mises à l'épreuve par le monde réel, comme les expériences de laboratoire, d'où la nécessité de confronter le modèle aux observations. Alors, ce qu'on appelle ces validations, ou parfois les évaluations des modèles du climat par les observations, présentent d'assez grosses difficultés. Par exemple, les simulations de climat n'ont de valeur que statistique. Un climat, c'est une valeur statistique. Donc, la comparaison ne peut se fonder que sur des séries de données sur le climat présent ou sur le climat passé. Et évidemment, pour les projections de climat futur, pour lesquelles, par définition, il n'y a pas d'observation, eh bien, les validations sont encore beaucoup plus difficiles et indirectes.
Alors, comment valider un modèle par les observations? Alors, pour commencer, on n'évalue pas un modèle en général. On évalue la capacité du modèle à rendre compte de certaines caractéristiques ou de certains phénomènes climatiques particuliers. Et donc, on a des évaluations extrêmement variées qui peuvent concerner une grandeur globale ou un phénomène géographique limité, comme la mousson par exemple, ou un processus climatique, ou la capacité du modèle à représenter telle ou telle rétroaction. Il peut y avoir des validations globales, par exemple, on compare dans ces cas-là le modèle à des banques de données globales pour des moyennes de température, mais il y a aussi les validations des paramétrisations par des cas d'études locaux. Et c'est le cas, c'est ce qui est représenté dans cette diapositive, qui est évidemment celle d'un climatologue. Je ne vais pas vous expliquer les choses en détail, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, on a ce qui concerne la paramétrisation. Ici, il s'agit de la paramétrisation Pardon. Ici, il marche ? Oui, pardon. Ici, il s'agit de la paramétrisation des nuages et de la convection. Oui, excusez-moi. Ah oui, tiens. Bon. Et à droite, vous avez la validation. Alors, la validation se fait à la fois à l'aide de modèles détaillés d'une certaine région et d'expériences d'une campagne d'observation qui a été effectuée dans la région représentée par le modèle. Donc, tout ça est assez compliqué. Et à la fin, vous avez, pour la paramétrisation comme pour le modèle détaillé, un graphe, une représentation de l'humidité en l'occurrence, et vous pouvez comparer ces deux sorties. Donc, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, et d'ailleurs, ce n'est pas mon travail, mais ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que le calcul numérique, finalement, l'usage de l'ordinateur, permet de manipuler, de jongler aussi bien avec les observations qu'avec les données issues de simulations. Et que c'est justement cette plasticité des données comme des simulations que donne l'ordinateur qui permet de les confronter et de les comparer comme on le voit en bas. On est donc ici, comme on le voit, assez loin d'une comparaison entre quelque chose qui serait le climat naturel donné et évident et des simulations issues d'un modèle. En fait, c'est un modélisateur qui le dit, ce n'est pas moi, il n'y a pas une définition du véritable climat rigoureuse et consensuelle, c'est en le modélisant qu'on définit un climat. Alors bon, on a vu les deux premiers critères, fondation sur les théories, validation par les observations, qui sont finalement assez classiques comme critères. Le troisième est plus original, c'est le fait qu'un résultat se retrouve dans les simulations de plusieurs modèles indépendants. Et c'est ce qu'on appelle parfois la robustesse. Il y a en effet, comme vous l'a dit Pascal, une vingtaine de modèles globaux couplés dans le monde, qui tous fournissent des projections de climat futur. Et ce pluralisme, a priori, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un peu intriguant. Il y a eu des articles de philosophes des sciences qui s'en sont étonnés. Comment il peut y avoir plusieurs modèles, tous vrais, enfin supposément tels, pour différents. Alors en fait, ce pluralisme s'explique tout simplement parce que les modèles font des hypothèses différentes sur les processus climatiques. Autrement dit, ces modèles diffèrent essentiellement par les paramétrisations. Il est difficile de savoir quelles sont les meilleures paramétrisations parce qu'il n'y a pas de critères uniques. Ça dépend des questions posées et aussi, comme on vient de le voir, ces paramétrisations sont assez difficiles à valider isolément. Donc, comme aucun modèle ne se révèle meilleur pour toutes les métriques, pour tous les critères que tous les autres, eh bien, on a conservé une multiplicité de modèles. Et bien que tous, finalement, contiennent des représentations différentes, eh bien, les climatologues considèrent qu'ils sont tous plausibles et les regroupent en ce qu'on appelle des ensembles multimodèles. Et ils utilisent ces ensembles pour évaluer les incertitudes sur les résultats, la dispersion en quelque sorte de ces résultats donnant une mesure de l'incertitude, mais aussi ils les utilisent pour analyser les ressemblances et les différences entre modèles. Alors, en effet, les comparaisons des différents modèles sont devenues une activité de recherche très importante grâce à l'organisation de ce qu'on appelle des exercices d'intercomparaison
qui rassemble toute la communauté des modélisateurs à l'échelle mondiale. Vous ne regardez pas ça en détail, hein, c'est une illustration générale et qu'il ne s'agit absolument pas d'expliquer, mais je vais quand même en dire quelques mots. Donc, l'intercomparaison, ça consiste en fait à demander aux équipes de réaliser des simulations avec les mêmes conditions limites, les mêmes forçages, qui couvrent la même période, et ça permet de comparer les simulations qui finalement ne vont différer que par la différence des modèles. Alors le premier exercice d'intercomparaison a été organisé vers la fin des années 80 par des chercheurs du Lawrence Livermore Laboratory aux États-Unis. Et depuis lors, les intercomparaisons ont connu un très grand succès, se sont multipliées. On a des intercomparaisons de la modélisation des climats passés, des modèles couplés, des modèles de végétation, de chimie, de nuages, des modèles régionaux, etc. Et depuis 2005, les exercices d'intercomparaison sont synchronisés avec les rapports du GIEC. Et finalement, quand on parle des prévisions du GIEC, en fait, on se réfère aux simulations réalisées par tous les modèles de climat selon des spécifications qui sont données par le programme d'intercomparaison qui s'appelle CMIP, Coupled Model Intercomparison Project. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des simulations qui ont été réalisées pour CMIP 5 et donc qui ont nourri le 5e rapport du GIEC. Donc on voit qu'il y a des, enfin, c'est pas très explicite, mais il y a certaines simulations du passé, d'autres suivant tel ou tel scénario. RCP, c'est des scénarios, d'autres en multipliant le taux de CO2 par 4, etc. Donc on a des exercices imposés, en quelque sorte, avec plusieurs niveaux d'obligation, qui sont les cercles concentriques, et que réalisent tous les modèles. Alors, ces intercomparaisons ont complètement transformé les façons de travailler des modélisateurs. Elles ont eu un effet de structuration, évidemment, de la communauté, de coordination, d'ouverture aussi, parce que ces simulations sont en libre accès pour tous les scientifiques, et de standardisation également, ce qui contribue à accroître la confiance dans la modélisation. Cela dit, on n'accordera pas nécessairement une plus grande confiance à un résultat qui se retrouverait dans beaucoup de modèles, parce que ça peut très bien venir d'une erreur commune au modèle. En revanche, l'intercomparaison permet de conduire des études qui permettent de mieux évaluer la confiance qu'on peut accorder à différents résultats. Alors, j'en viens maintenant au quatrième critère, au quatrième critère avancé par des climatologues, pas par tous d'ailleurs, simplement par certains climatologues, qui est la compréhension physique. Excusez-moi. Donc, a priori, la modélisation du climat semble poser de graves défis à la compréhension. Quand il s'agit de modéliser des systèmes complexes, la compréhension est souvent présentée comme difficile, impossible, voire même inutile ou dépassée. Par exemple, un historien de la climatologie parle de shift from understanding to predicting, c'est-à-dire dit qu'en quelque sorte, il y a eu un déplacement de la compréhension vers la prédiction dans les sciences du climat. Des philosophes considèrent que l'ordinateur permet de traiter des cas particuliers et donc de se passer de la forme de simplification que représentent les théories. Je grossis énormément le trait. Donc plus concrètement, la difficulté principale dans cette affaire de compréhension, c'est qu'il est pratiquement impossible d'attribuer les caractéristiques des simulations du climat qui sortent du modèle à des composantes précises de ce modèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude de processus qui sont représentés dans le modèle et qui interagissent à plusieurs échelles. Et donc, c'est très difficile de relier le résultat aux composantes du modèle. Les modélisateurs appellent ceci le gap entre le niveau des processus, qui est celui auquel ils développent les modèles, ils fabriquent le modèle, et le niveau du climat, qui est celui auquel ils étudient les simulations. Il y a un gap très difficile entre les deux. Comprendre comment ça se passe, comment on passe de l'un à l'autre, n'est pas évident. Les philosophes, certains philosophes des sciences ont également un petit peu étudié cette question. Et pour eux, en particulier, je pense à un article précis, il s'agit d'une limitation à la connaissance, parce que le holisme des modèles, c'est-à-dire leur caractère global,
et l'intrication des processus au sein des modèles les rend analytiquement impénétrables, pour reprendre le terme de ces philosophes. Or, pourtant, certains climatologues, dont des scientifiques du LMD avec lesquels j'ai travaillé, certains climatologues insistent au contraire sur la nécessité de la compréhension physique. Ils ne considèrent pas du tout que la compréhension comme moins nécessaire, ils la considèrent au contraire comme indispensable pour la prévision du changement climatique, parce que, disent-ils, comme on ne dispose pas d'observation du futur, la confiance dans nos prédictions restera d'autant plus dépendante de notre compréhension. Alors comment peut-on surmonter ces difficultés liées au holisme des modèles et parvenir à une certaine compréhension ? Il y a quelques climatologues qui travaillent sur ces questions particulières et qui donc utilisent les modèles du climat, pas seulement comme des outils de prévision, mais aussi comme des objets d'étude. En fait, c'est le cas de la plupart des climatologues. Alors, un outil, ou plutôt une boîte à outils essentielle dans ce domaine, c'est ce que les climatologues, les modélisateurs, appellent la hiérarchie des modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de modèles plus simples que le modèle global, des modèles qui sont dits idéalisés, qui peuvent être par exemple des modèles où il y a seulement l'atmosphère, où il n'y a pas de continent, où il n'y a que de l'eau, ça s'appelle aquaplanètes, ou bien des modèles de planètes sans inclinaison, ou bien des modèles à 2 dimensions, ou même à une seule dimension. Et ces modèles ont tous évidemment des systèmes climatiques plus simples que le modèle complet. Il y a moins de variabilité, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de mousson parfois, ou bien alors il n'y a pas de dynamique, ça dépend de la simplification. Et néanmoins, ces modèles conservent certains éléments essentiels du climat. Et donc l'utilisation d'une gamme de modèles de complexité différente permet d'identifier des phénomènes robustes, c'est-à-dire, robustes pas dans le même sens que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est-à-dire qu'on retrouve dans plusieurs configurations de modèles simplifiés, même les plus simples. Alors ce que vous voyez sur cette diapo, c'est des simulations réalisées avec plusieurs versions simplifiées, aquaplanètes en l'occurrence, de différents modèles de climat dans le monde. Et on voit qu'on obtient des différences même si les modèles sont simplifiés. Donc finalement, les climatologues parviennent à construire des questions de recherche qui les conduisent à hiérarchiser les problèmes, à identifier ce qui est essentiel, à imaginer des tests, et de cette façon, ils parviennent quand même à relier des processus et des phénomènes et à identifier des mécanismes explicatifs. Tout cela malgré le holisme et la complexité du climat. Et donc, ils parviennent de manière ponctuelle à contourner ce fameux holisme pour, malgré tout, comprendre certains aspects des phénomènes climatiques. C'est ce que nous avons un petit peu identifié pour, d'une certaine manière, aller contre les philosophes qui disent qu'il n'y a pas de compréhension possible. Ce n'est pas une compréhension analytique, mais c'est d'autres types de compréhension différentes. Alors, quand on étudie les pratiques des climatologues, on constate plusieurs choses. On constate d'abord une très très forte structuration internationale de la communauté scientifique qui s'organise via des programmes, des sous-programmes au sein de projets mondiaux, comme le Programme mondial pour le climat, et c'est au sein de ces instances que se décident en partie les stratégies de recherche. Mais on observe également des débats et toutes sortes de conceptions un peu différentes sur la modélisation du climat. Par exemple, cette insistance sur la compréhension et le fait de quelques modélisateurs, mais d'autres insistent sur d'autres aspects. Et par exemple, la complexification constante des modèles de climat ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a des débats qui, évidemment, ne portent pas sur la réalité du changement climatique, etc. Ce sont des débats assez habituels dans les communautés scientifiques. Et ce qu'on peut observer, c'est que les conceptions de la modélisation sont liées aux pratiques scientifiques, aux outils et bien souvent aux laboratoires ou aux institutions auxquelles appartiennent les scientifiques. C'est-à-dire, par exemple, des laboratoires de recherche à vocation académique, comme le laboratoire de météorologie dynamique, le LMD, avec qui j'ai travaillé, qui sont des laboratoires en partie du CNRS, n'ont pas exactement les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes façons de travailler que les centres de prévision opérationnels, et donc auront peut-être parfois des visions un petit peu différentes des stratégies de modélisation.
Donc, je vais maintenant en venir à la deuxième partie, après cette première partie sur les pratiques de modélisation et l'établissement de la confiance. Et je vais faire comme Pascal, je vais mettre des bandes dessinées. Donc, c'est peut-être une nouvelle habitude, je ne sais pas. Donc, dans cette deuxième partie, qui porte sur la crédibilité et l'autorité des institutions, d'abord, je voudrais montrer que la crédibilité je pense avoir montré que la crédibilité des sciences aujourd'hui dans le public repose finalement moins sur les résultats eux-mêmes, dont vous avez vu comme ils sont difficiles à établir, moins sur la connaissance des faits que sur la légitimité des institutions. Donc, dans nos sociétés, en effet, contrairement à ce qu'on croit parfois, les institutions de recherche scientifique bénéficient d'un haut niveau de confiance, même si c'est sans doute peut-être moins vrai pour des domaines comme l'innovation ou les techniques. Autrement dit, la crédibilité scientifique est garantie par l'autorité sociale de la science qui donne sa légitimité à la parole des scientifiques. Par exemple, la crédibilité des sciences du climat et du temps est en partie liée aux très solides et anciennes et stables infrastructures matérielles, comme les réseaux d'observation terrestres, océaniques et spatiaux, qui sont établis par des organismes internationaux comme l'OMM, l'Organisme météorologique mondial. Donc vous avez ces infrastructures que Paul Edwards, l'historien Paul Edwards, appelle des infrastructures de connaissances globales, permettent de construire des données globales. Mais je ne vais pas tellement parler de ça là maintenant, je vais plutôt parler de la principale institution qui est garante de la crédibilité des résultats dans le domaine du climat et du changement climatique, à savoir bien sûr le GIEC. Alors le GIEC a acquis une crédibilité et une légitimité absolument unique à la fois sur le plan scientifique et politique, et sa grande originalité, c'est d'établir une expertise sur le climat et son évolution, à la fois très large, c'est-à-dire fondée sur toute la littérature scientifique, rigoureuse scientifiquement, c'est-à-dire avec des systèmes de review assez stricts, transparente, vous avez tout sur Internet, mais aussi une expertise qui est validée par les représentants de tous les États dans les assemblées de l'ONU à l'issue de chaque rapport. Et cette forme d'hybridation est absolument inédite. Alors, les rapports du GIEC servent de support, dit-on, aux négociations annuelles sur le climat, qui sont les COP. Vous avez eu depuis 1990 5 rapports généraux du GIEC, publiés en gros tous les 6 à 7 ans, auxquels s'ajoute une série de rapports spéciaux sur les inventaires d'émissions. Pascal a parlé du rapport spécial sur les événements extrêmes, il y en a sur les océans, l'usage des terres, etc. Tous ces rapports constituent une synthèse complète des connaissances, mais ce sont surtout les résumés pour décideurs. Je vais montrer un peu à quoi ressemblent des assemblées du GIEC. Ce sont surtout les résumés pour décideurs qui servent de référence et qui expriment un consensus qui est à la fois établi par les scientifiques, qui est à la fois scientifique et politique. Donc ces résumés ne peuvent pas être contestés par des gouvernements, puisque tout en étant établis par les scientifiques, ils sont validés ligne par ligne par les représentants des gouvernements et parfois un petit peu renégociés dans leur formulation, pas sur le fond. Alors, tout au long des années, le GIEC a affermi et accru son autorité épistémique dans ses procédures, en évoluant pas mal, en fait, en évoluant dans les procédures, mais aussi dans l'organisation des rapports pour répondre à des critiques et pour répondre à des insuffisances qui ont été formulées à la fois de l'extérieur de la communauté et à l'intérieur de la communauté. Les premières de ces critiques ont été formulées essentiellement dans les années 90 par des pays du Sud. Des chercheurs indiens, par exemple, des chercheurs indiens ont critiqué le réductionnisme physico-chimique de la modélisation qui, disait-il, occulte la dimension sociale des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, on ne fait pas la différence dans les calculs entre les émissions de survie du Sud, les émissions de méthane émises par les rizières, et ce que ces chercheurs appelaient les émissions de luxe du Nord, c'est-à-dire les émissions de nos avions, etc. Donc c'est une critique évidemment pas scientifique, mais une critique sur le fait de se baser sur des modèles qui
omettent certains types de réalités. Alors le GIEC, évidemment, on a continué à travailler avec ces modèles, mais le GIEC a pris en compte un certain nombre de critiques et s'est efforcé de réduire en fait les disparités, ou du moins les conséquences des disparités politiques et économiques qui existent entre pays du Nord et du Sud, notamment dans la recherche, en associant plus étroitement des scientifiques des pays en développement, par exemple dans les têtes de chapitre des rapports, et aussi en favorisant les recherches sur les impacts et sur l'adaptation, en modifiant les attributions du groupe 2 du GIEC, etc. Et à partir des années 2000, les pays pauvres sont devenus en fait des soutiens du processus et plus généralement des soutiens du régime climatique de l'ONU, parce que les petits pays et les pays pauvres peuvent assez bien faire valoir leurs droits dans ce type d'assemblée où chaque pays est représenté par une voix. Un pays, une voix, donc ce type de multilatéralisme est assez soutenu par les pays pauvres. Autre évolution du GIEC, en 2010, suite à l'affaire du ClimateGate, le piratage des emails à l'université d'East Anglia, eh bien, il y a eu une enquête du Conseil interacadémique qui a examiné le fonctionnement du GIEC et son expertise et qui en a critiqué certaines procédures et certains manques de transparence. Encore une fois, sans mettre en cause les résultats, mais néanmoins en faisant des recommandations qui ont été d'ailleurs apportées à la suite au GIEC. Autre évolution, la mention des niveaux d'incertitude. On en a parlé là dans une question. Les scientifiques du climat ont toujours été depuis le début soucieux de communiquer aux politiques dans les rapports le degré de consensus et le degré de certitude, ce qui n'est absolument pas facile, ni à calculer ni à communiquer. À partir du 4e rapport, ils ont mis au point une forme de système qui associe à chaque affirmation ou chaque résultat une indication sur le degré de certitude, soit en termes qualitatifs, qui va de très élevé à très faible certitude, soit quand c'est possible en termes de probabilité, donc extrêmement probable à extrêmement improbable, en associant des chiffres, 66%, etc. Donc en ce sens, si on veut, ce sont les rapports du GIEC qui disent, avec des incertitudes, ce qu'est un fait dans le domaine du changement climatique. Alors, cette crédibilité indéniable acquise par le GIEC n'empêche pas des débats chez les scientifiques, notamment sur la pertinence de continuer de la même façon, l'efficacité de ces rapports, leur lourdeur, mais personne ne conteste le fond des affirmations scientifiques, ni la réussite incontestable de l'alerte du GIEC. Personne, sauf les climato-sceptiques, et ce qui constitue une transition très habile pour amener ma troisième partie. Alors, donc pour évoquer les climato-sceptiques, je vais prendre un peu de recul, je ne vais peut-être pas dire ce qu'on entend la plupart du temps, et je vais m'interroger sur la façon dont cette question a été posée et sur la place qu'elle a prise dans le problème du changement climatique. Et pour cela, je vais revenir sur ce qu'on appelle en sciences sociales le cadrage du problème climatique, c'est-à-dire la façon finalement dont on aborde cette question, la façon dont on définit ce problème du changement climatique. Un cadrage souligne certains aspects, en souligne moins d'autres, et en privilégiant des aspects d'un problème, il conditionne en partie les solutions proposées. Alors, le changement climatique, depuis la création du GIEC en 88, de la Convention climat en 92 et même avant, en fait, dans la préparation, a été défini comme un problème environnemental global. Global parce qu'il est dû aux émissions de gaz à effet de serre qui se mélangent très vite dans l'atmosphère et qui sont donc réalisées ou estimées au niveau global. Donc, très logiquement, ce problème doit être résolu par une réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau global également. Les sciences du climat jouent évidemment un rôle essentiel dans ce cadrage parce que ce sont les scientifiques du climat qui ont lancé l'alerte, qui ont produit les diagnostics. Ce sont eux qui sont à l'origine de la question du changement climatique, enfin pas du phénomène, de l'alerte évidemment. Et les sciences du climat orientent aussi les objectifs et les solutions.
au sens où, par exemple, des notions très utilisées pour guider les politiques climatiques, comme température globale, les seuils de température globale, le budget carbone, les concentrations de CO2, les équivalences CO2, etc., toutes ces notions proviennent des sciences du climat. Alors, le cadrage du problème climatique, il précise aussi ce qu'est la relation entre la science et la politique dans la question du changement climatique. Ce qu'ils disent, c'est que la science fournit des résultats, des diagnostics, et le politique s'appuie sur ses connaissances pour développer des solutions. Donc ça, c'est un modèle de relation entre science et politique qui est bien connu et qui est parfois appelé modèle linéaire. Science et politique sont supposées séparées, étanches. Le politique vient après la science, et c'est ce modèle que revendique le GIEC, par exemple, quand il énonce des consensus scientifiques qui est considéré comme nécessaire pour fixer les objectifs politiques. Et aussi quand il affirme, ce qui est un peu la mantra du GIEC, qu'il va donner aux politiques des informations pertinentes mais non prescriptives. Alors, des études de sciences sociales ont montré que dans la réalité, le modèle linéaire ne fonctionne pas de cette façon un peu idéalisée. En fait, sciences et politique entretiennent des liens un peu plus complexes et les frontières entre les deux sont à la fois plus floues et plus mouvantes. Par exemple, la ratification par les États des résumés des rapports du GIEC, où donc on a des votes, c'est un exemple d'une hybridation et d'un rapport un peu plus complexe. Autre exemple, l'objectif de 2 degrés, ce fameux objectif de réchauffement qui ne doit pas être dépassé, et qui sera d'ailleurs assez vite dépassé d'après des rapports récents. Eh bien, cet objectif résulte en fait d'une coproduction entre sciences et politique du climat durant plusieurs années, de beaucoup d'échanges, et c'est d'ailleurs cette coproduction qui fait en quelque sorte probablement la double légitimité à la fois scientifique et politique de ces objectifs. Même si les politiques affirment très souvent que l'objectif de 2 degrés est dicté par la science et que les scientifiques disent très souvent que c'est un objectif politique. Donc, troisième exemple de ces frontières un petit peu pas aussi simples qu'on le dit parfois, le groupe 3 du GIEC. On parle assez peu du groupe 3 du GIEC. En général, quand on parle du GIEC, on le confond souvent avec son groupe 1. Mais il a un groupe 3 qui travaille sur les mesures de réduction d'émissions, notamment économiques, et qui produit des scénarios. Et ces scénarios dits socio-économiques sont ouvertement destinés aux décideurs politiques. Ils sont faits pour ça, de manière totalement ouverte. Et même dans le cas des sciences du climat, Pascal nous a parlé du fait que la question de l'attribution des événements extrêmes, par exemple, elle venait de Miles Allen qui se préoccupait de la possibilité de faire des poursuites judiciaires. Donc on voit bien que c'est un peu difficile envers les personnes responsables des émissions. Donc on voit bien quand même que les choses sont un peu plus brouillées qu'on le dit, mais cela dit, tout ça n'enlève évidemment rien à la solidité ou au sérieux scientifique. Ça montre seulement que le modèle linéaire, modèle au sens, ce modèle linéaire de rapport entre science et politique, reflète en fait pas très bien la réalité des pratiques. Alors cela dit, ce modèle linéaire reste extrêmement solide et pour des bonnes raisons. Tous les acteurs tiennent à la justification des politiques climatiques par des vérités scientifiques indépendantes. Les scientifiques y sont très attachés et on les comprend parce que ça protège leur autonomie et assure la crédibilité. Mais aussi les ONG, les instances de l'ONU, souvent la presse, défendent ce modèle qui affirme l'autorité de la science. Il faut remarquer d'ailleurs que pour d'autres problèmes d'environnement, comme le nucléaire ou les pesticides ou les OGM, vous avez parfois l'affrontement entre plusieurs expertises, mais dans le cas du climat, les écologistes sont les meilleurs supporters de cette expertise du GIEC, comme on le voit ici et dans beaucoup d'autres exemples. Alors, ce modèle linéaire de rapport entre science et politique, il est un petit peu idéalisé et simpliste, mais certains chercheurs en sciences sociales ont aussi montré qu'il pouvait parfois être un peu contre-productif. Parce qu'en prétendant séparer complètement la science et la politique, il les rend en fait encore plus dépendants l'une de l'autre. Alors je reprends le raisonnement de ces chercheurs. Quand la science, c'est l'autorité suprême qui est censée justifier la décision politique, eh bien la science se voit chargée du poids des enjeux politiques. Et en cherchant un accord qui serait fondé sur un consensus scientifique et supposé déclencher l'action politique, eh bien, on ne parvient qu'à déguiser des désaccords politiques en dissensus scientifique.
Donc une conséquence du modèle linéaire, et j'en viens enfin au climato-sceptique, une conséquence du modèle linéaire, c'est que la connaissance scientifique joue un rôle absolument majeur dans ce cadrage, et que la diffusion et l'appropriation de la science sont considérées comme des gages du succès dans le passage à l'action politique. Un public convaincu de la réalité de la menace est supposé peser sur les décideurs pour faire adopter une politique climatique ambitieuse. C'est une chose qu'on a pas mal entendue. Et donc, dans ce modèle, l'écart qui existe entre connaissance et action politique ne peut s'expliquer que par une mauvaise compréhension, une mauvaise assimilation, une mauvaise acceptation des sciences. D'où le rôle majeur des climato-sceptiques et autres marchands de doute, considérés comme les principaux obstacles à la sensibilisation du public, donc à l'action censée en découler. Alors, ce modèle a aussi induit une focalisation du débat public sur les sciences du climat, plutôt, y compris dans les journaux, etc., dans les années 2000 par exemple, plutôt que sur les réponses politiques. Et ce modèle entraîne aussi une forme de polarisation, au sens où toute critique, même critique portant sur le fonctionnement du GIEC ou autre, était assez indicible parce qu'elle était soupçonnée de soutenir le camp des sceptiques. Donc on occulte ainsi des débats politiques, économiques, des désaccords, etc., qui ne relèvent pas de la question de la réalité du changement climatique. Alors tout ce cadrage et cette façon de voir que je vous ai décrit de manière un petit peu caricaturale peut-être, mais qui quand même était assez dominant, est assez ébranlé depuis quelques années en raison tout simplement d'un certain échec du régime climatique. Depuis plus de 20 ans, malgré la succession des rapports du GIEC, avec un consensus de plus en plus fort sur la réalité du phénomène, des sciences de plus en plus assurées, un diagnostic de plus en plus alarmant, eh bien, les négociations piétinent et les émissions globales ne cessent de croître. Et donc, il est devenu assez clair pour tout le monde, ceci, je dirais, depuis à peu près 10 ans, depuis la COP de Copenhague en 2009, il est devenu assez clair que le consensus scientifique ne suffit pas à susciter un accord politique. Et donc, alors se pose la question, si on sait, pourquoi n'agit-on pas ? C'est une question qu'on nous pose énormément depuis une petite dizaine d'années. Alors certains expliquent cet écart entre connaissance et action par la dissonance cognitive ou par d'autres notions de psychologie sociale. Bon, il y a peut-être du vrai ou partiellement, mais il me semble que poser la question de cette façon, c'est toujours se situer dans le cadre où la connaissance scientifique est supposée entraîner l'action. Or, entraîner de manière automatique l'action. Or, les décisions politiques ne se prennent pas ainsi. Il y a un chercheur qui disait qu'il ne suffit pas que les politiques connaissent plus de science, il faudrait aussi que les scientifiques sachent mieux comment se pratique la politique. La science, ce n'est pas la seule, ce n'est pas le principal déterminant de la politique. La difficulté à trouver des accords de réduction d'émissions et à les mettre en œuvre ne relève pas tellement d'une connaissance insuffisante ou de doute ou de mauvaise communication. Elle relève de différences de priorité, de différences dans les appréciations de la gravité du problème par rapport à d'autres questions, de rapports de force qui mettent en jeu des intérêts industriels ou des souverainetés nationales, des problèmes de croissance de pays émergents, de difficultés à faire évoluer des systèmes énergétiques, je pourrais continuer très longtemps, bref, de raisons qui sont politiques, qui sont économiques, qui sont parfois techniques, qui ne sont pas d'abord des raisons de communication de la science. Le diagnostic scientifique ne transcende pas les intérêts nationaux en général. Il n'impose pas quelque chose de commun. Il n'efface pas les antagonismes. Depuis la COP de Copenhague et les suivantes, donc, le cadrage a un peu changé et on a abandonné l'approche qui était dite top-down, qui était l'approche d'objectifs quantifiés de réduction négociés au sommet et partagés entre les pays industrialisés, pour une approche dite bottom-up avec des engagements volontaires de réduction des émissions par les pays. Donc, ce cadrage a changé. Le problème n'est plus défini d'abord comme une question scientifique à régler et à diffuser, mais de plus en plus comme un problème géopolitique, économique, de développement, etc. On commence maintenant, j'allais dire enfin, à débattre de questions économiques, politiques, techniques, et à la vision donc consensuelle liée aux sciences succèdent toutes sortes de désaccords liés aux politiques et à la conception qu'on peut avoir de l'économie, etc. Autre changement, alors qu'on affirmait il y a 10 ans que le problème ne se réglerait qu'à l'échelle globale,
on dit aujourd'hui, et ça s'est fait très vite, que les solutions seront locales ou seront en tout cas à plusieurs échelles. Et dans tous ces changements, les climato-sceptiques sont moins nombreux, ou ils existent certainement encore, mais en tout cas, ils ne sont plus vus comme le problème essentiel. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, je vais vous mettre quelques articles ou publications que j'ai faits sur ces différents sujets. Donc, en bleu, vous avez ceux sur les pratiques scientifiques, en orange, ceux sur les climato-sceptiques et les désaccords, et en vert, ceux sur les rapports entre science et politique. Voilà. Je m'arrête là.